Bonjour, je suis Junior Badila, je suis ici à Édimbourg, la capitale écossaise. Cette ville est connue pour son paysage, sa culture et son histoire. Et plus particulièrement ici, je suis à l'université d'Édimbourg. L'université d'Édimbourg est 16e université sur le plan mondial. Cette université a connu pas mal de grandes personnalités à travers le monde. Bill Gates et J.K. Rowling de Harry Potter, Charles Darwin. Et il y a aussi connu des recteurs comme Gordon Brown, Tony Blair. Elle a façonné pas mal de grandes personnalités à travers le monde, sur le plan savoir, sur le plan recherche et sur le plan accueillir la diversité. Cette université est un exemple à travers le monde. Et aujourd'hui, elle est sous la direction, c'est-à-dire les rectorats d'une Congolaise, d'une Africaine, Madame Deborah Kayembe Bouba. Et AUK International est ici pour recueillir les avis de Madame Deborah Bouba sur le plan gestion, sur le plan de sa carrière, sur le plan de son passé et sur le plan des défis auxquels elle s'attend. En tant que première femme noire africaine de la République démocratique du Congo et 54e recteur de l'université d'Édimbourg. C'est pourquoi AUK International s'est déplacé ici pour pouvoir interviewer Madame Deborah Bouba Kayembe. À tout à l'heure. Bonjour Madame Deborah Kayembe Bouba. Bonjour. C'est depuis 7 mois que vous êtes élue à la tête de l'université d'Édimbourg comme recteur. Quels sont vos défis? Il y a toujours des défis parce que je pense que le premier des défis, c'est le fait que j'ai trouvé une université qui a un standard mondial et il va falloir que je maintiens ces standards ou sinon la remonter au niveau élevé. C'est les plus grands défis. Et cela, c'est par rapport au travail que j'ai fait avec mes étudiants, parce que c'est les étudiants qui font l'université, et aussi comment je prends soin des gens qui travaillent au sein de l'université. N'oubliez pas que c'est une université qui est une famille, et en tant que famille, je suis la maman et je dois prendre soin de tous mes enfants. Donc, le plus grand défi, c'est maintenir ces standards de l'université d'Édimbourg que j'ai trouvés, que les autres ont travaillé aussi dur pour arriver là, et le prendre, la remonter. Quand nous voyons la géopolitique globale avec le leadership des femmes, nous avons aux États-Unis la vice-présidente Kamala Harris, et Christine Lagarde était à la tête de la Banque mondiale, et vous, aujourd'hui, à la tête de cette prestigieuse université. Quel sentiment éprouvez-vous? Sentiment de fierté, pour commencer, mais aussi sentiment de responsabilité. Pour ne pas dire, comme on dit chez nous en Afrique, le fardeau. Le fardeau de penser qu'après moi, il y ait une autre personne de couleur qui prend le relais et qui puisse faire le travail aussi parfait que les autres qui sont venus avant moi et moi-même ont fait. So, beaucoup de fierté, je dois le dire, mais beaucoup de responsabilité aussi. Yeah. Vous avez débuté votre carrière à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, à l'âge de 19 ans. Et vous avez évolué aux côtés des grands noms de la défense des droits de l'homme, comme des Toges Noirs, Maître Mouila, paix à son âme, et bien d'autres. Et en venant ici au Royaume-Uni, vous pensez que ça, c'est un sacre de vos efforts? Définitivement, c'est un sacre. Et mes amis activistes des droits de l'homme, André Mouila, Floribert Chebeya, Sabin Banza, qui sont partis et qui sont au-delà, paix à leur âme. Je pense qu'ils m'ont appris le sacrifice de se donner soi-même pour la cause des autres. C'est l'école dont j'ai fait partie. Je viens de cette école, l'école du Toge Noir. Là, vous portez votre toge noire pour défendre les droits des êtres humains sans pouvoir avoir un salaire. Vous vous sacrifiez pour les autres. C'est un sacre pour moi, je dois l'avouer, oui, bien sûr. Oui, des responsabilités. Quand il s'agit de l'université, on voit, et en particulier l'université d'Édimbourg, qui est 16e au monde maintenant. Sur le plan mondial, parmi les meilleures universités, ça, ce sont des grandes responsabilités. Et quand on reflète ces responsabilités sur le plan africain, où l'Afrique cherche à
à hisser les niveaux de ces élites et particulièrement la République démocratique du Congo. Pensez-vous que l'Université d'Édimbourg pourrait jouer un grand rôle dans la formation des futures élites africaines et particulièrement la République démocratique du Congo dont vous êtes originaire? Commençons par dire ceci, l'Université d'Édimbourg a la volonté de travailler avec l'Afrique. L'Université d'Édimbourg investit beaucoup dans la formation des jeunes Africains. Mais il y a une réalité qu'il faut compter ici. Okay? Le fait que Deborah Kayembe est recteur de l'Université d'Édimbourg, cela ne veut pas dire que tous les Congolais venaient étudier à l'Université d'Édimbourg. Vous avez un standard pour venir à l'Université d'Édimbourg. Si vous avez fini l'école secondaire comme tous les autres étudiants du monde et vous voulez arriver à l'université, la première des barrières que vous aurez à l'Université d'Édimbourg, c'est votre niveau d'anglais. Mais cela ne veut pas dire que si vous avez reçu la bourse, on va vous refuser d'avoir l'accès à l'Université d'Édimbourg. Mais l'université va organiser des cours d'anglais dans lesquels vous devez vous rattraper pour être en mesure de comprendre ce qui s'est dit en classe. Ça, c'est de un. De deux, pour ceux qui ont déjà étudié, qui ont commencé une carrière professionnelle ou qui ont commencé une carrière éducationnelle au sein de nos institutions africaines, ils doivent avoir au moins le niveau de la licence. Sans la licence, vous ne pouvez pas venir à l'Université d'Édimbourg. La licence qu'on appelle degree. Second degree. Pas le first degree, mais le second degree. Parce que c'est à ce niveau-là que l'on peut vous aider à rattraper les niveaux que nous avons ici à l'Université d'Édimbourg. C'est ma responsabilité de faire en sorte que cette université maintienne son standard mondial. Second degree, c'est l'équivalent de l'excellence. L'excellence, oui, mais pas toujours ça. Vous avez le programme d'éducation est très différent à travers l'Afrique. Ceux des pays francophones, ils ont le graduat. Après le graduat, ils ont la licence. Nous, à l'Université d'Édimbourg, nous regardons votre licence. Si vous avez une licence, sur base de ça, ici, nous allons vous donner l'accès avec ce qu'on appelle un MS, so Master in Social Science. C'est là que vous commencez et ensuite vous vous rattrapez pour les PhD. Mais pour ceux qui viennent de l'école secondaire, qui est tout à fait différent, une fois que vous avez votre bourse, vous venez ici pour vous préparer à étudier l'anglais. L'université vous donne cette formation pendant que vous suivez votre cours à l'université. Donc, nous n'exclusons personne, mais nous voulons que notre standard reste là. Nous ne voulons pas la perdre. Les standards, ça se voit ici quand vous parcourez la ville d'Édimbourg. J'ai partagé avec mes collègues de AUK Radio. Vous voyez même la structure, la construction, les types de construction, même Old College, l'université, les bâtiments reflètent déjà les standards. Et les standards aussi, je pense que c'est le même standard que la République écossaise tient à maintenir en organisant les sommets mondiaux de l'environnement COP26 qui sera organisé au mois de novembre à Glasgow. Et Glasgow qui est la première ville écossaise. Et parlant de ces sommets, la République démocratique du Congo, à travers les bassins du Congo, représente le deuxième poumon mondial en matière de l'écosystème. Et la République démocratique du Congo va participer. Et il y a la République démocratique du Congo, il y a les Congo, Brazzaville, il y a les Gabon. Ces trois pays représentent les bassins du Congo. Et ces trois pays vont participer au sommet mondial des COP26 qui sera ici. Quelle approche pensez-vous que ces trois pays pourraient adopter pendant ces sommets? La première des choses, c'est qu'ils doivent être conscients de ce qu'ils représentent. Moi, je pense que beaucoup de ces pays africains ne réalisent pas l'ampleur de leur implication dans la vie climatique à travers le monde. Ce sont des atouts impératifs pour travailler avec. Mais seulement, ils n'ont pas encore compris ça. C'est ça le problème. Personne ne vous prendra sérieusement lorsqu'il réalise que vous-même, vous ne savez pas vous prendre sérieusement. Ça, c'est l'un des exercices. Le deuxième exercice, l'exercice d'apprendre tous les jours. Vous devez apprendre à comprendre l'environnement dans lequel le monde est en ce moment précis. Nous sommes en train de ce qu'on appelle gaspiller notre planète. Je vois la déforestation en République démocratique du Congo qui est tout à fait scandaleuse. Quand j'étais enfant, il y a peut-être 20 ans, je voyais le globe et notre couche d'ozone était tout vert. C'était le vert foncé. Mais aujourd'hui, lorsque vous le regardez, ce n'est plus vert foncé, c'est un vert léger. Nous continuons à gaspiller la richesse que nous avons à donner à travers le monde. Moi, je voudrais voir un peu plus des acteurs politiques responsables
Je veux voir des acteurs politiques responsables. Je voudrais voir des acteurs politiques conscients de la puissance qu'ils ont, conscients de la valeur qu'ils représentent. Et ce n'est qu'à partir de ça que le reste du monde vont tourner les yeux vers ce pays-là. Aussi longtemps qu'ils n'ont pas montré cette conscience, ils vont continuer à les ignorer. Vous insistez sur la conscience, sur la responsabilité, et ce sont des valeurs cruciales et importantes pour la sauvegarde des nations, pour les progrès même des pays. Et l'Afrique en général est fière de vous. Vous représentez ces valeurs-là aujourd'hui en dirigeant ces prestigieuses universités. Vous représentez cette fierté et nous sommes, nous, Africains, fiers de vous. Alors, Madame Deborah, que direz-vous à tous ceux et celles qui aimeraient peut-être suivre vos pas? J'aimerais avoir beaucoup de Deborah au féminin, surtout au féminin pour commencer, suivre mes pas, mais ne pas m'imiter. Et quand je dis suivre mes pas, suivre les pas de la justice et de la paix, parce que ce sont les deux choses qui m'ont animée toute ma vie. Toute ma vie, j'ai toujours été à la recherche de la paix. Toute ma vie, j'ai toujours été à la recherche de la justice. Deux choses. Et l'un des exercices que j'ai fait le plus, c'était m'oublier moi-même et penser aux autres d'abord, prioriser les autres d'abord. Et ce qui a fait que le reste du monde a eu son attention sur moi et m'a propulsé là où je suis. Il n'est jamais arrivé dans ma tête qu'un jour je serais recteur de l'Université d'Édimbourg. Mon père était académicien et il est parmi les pères fondateurs de l'Institut supérieur du commerce à Kinshasa. Je n'ai jamais... Ma vie, à moi, c'était une vie professionnelle avec cette vision d'un pays, d'un monde juste, avec l'égalité des peuples et la justice pour tous. Ça a toujours été ce qui m'a animée. Et je suis arrivée là où je suis arrivée par rapport à la vision que j'ai eue d'un monde juste et équitable. Un monde juste et équitable. Et je pense que, comme je dis, j'aimerais voir beaucoup de Déborah progresser, n'est pas seulement regarder la situation d'être une femme mariée. J'aime beaucoup les mariages, hein, ne me contredisez pas. Mais si votre mariage s'arrête, ce n'est pas la fin du monde. Vous devez regarder de l'avant. Vous êtes capable de faire des choses dans votre société en tant qu'être d'abord. Très important, avant de venir ici, j'ai eu quand même à discuter avec mes collègues de UK Radio et avec ma famille aussi, ma fille, qui s'appelle Deborah aussi. Voulais brièvement, vous écouter. Je vais écouter cette dame, qu'est-ce qu'elle va dire pour nous, jeunes filles d'origine congolaise africaine, nées ici. Comme vous l'avez dit, c'est l'idéal, les idéaux de la paix, de la justice. Et en vous voyant ici à la tête de l'université d'Édimbourg, il y a eu pas mal de recteurs, Tony Blair, qui était parmi les recteurs, il y a Gordon Brown, les deux anciens premiers ministres là-bas étaient des recteurs ici. Il y a des grands noms, Bill Gates, J.K. Rowling, qui sont passés étudiants ici. C'est une université qui date du XVIIe siècle et a été hissée à ces niveaux. Et quand vous comparez avec les systèmes éducatifs en Afrique, et particulièrement dans les pays francophones, comme la République démocratique du Congo, quels seraient vos conseils? Le premier conseil, c'est qu'on doit s'investir sur l'innovation et la recherche. C'est quelque chose qui manque beaucoup au monde francophone. Voilà pourquoi vous avez beaucoup de jeunes Français qui quittent la France et qui viennent au Royaume-Uni étudier pour la recherche. Et ça a créé le problème derrière Brexit. Si aujourd'hui on est en train de souffrir de tous ces Brexit et ceci et cela, c'est parce qu'on a remarqué qu'il y aurait beaucoup de gens de l'Europe francophone qui quittent leur pays et qui viennent au Royaume-Uni pour avoir une formation parce que la recherche est plus développée en anglais. Moi, je voudrais voir un peu plus de recherche développée en français. On a très peu de personnes en train de faire des recherches en français. Il y a beaucoup de matériel, beaucoup d'expertise, beaucoup d'innovation, tous en anglais. Et je crois que l'excitement des Français, je parle des Français, de tous les Français au monde, c'est de voir un recteur francophone à la tête d'une université anglophone. Ils étaient tous très excités. Et moi, je leur ai dit, je ne suis pas venue ici pour faire la guerre de langue. Je suis venue ici pour enrichir la cohabitation des langues. OK? Il n'y a pas de guerre de langue ici. Comment ça? Elle est francophone, elle est dans une université anglophone, elle est francophone, d'accord.
Je suis d'accord pour ça. Mais j'aimerais voir que le monde francophone puisse avancer. Et ce monde francophone a régressé le progrès de l'éducation en Afrique. Ça a régressé sincèrement. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ceux qui sont les leaders, viennent dans les pays anglophones et se disent qu'en anglais, oublient complètement le français. Donc vous devez comprendre un peu la réalité. Alors les anglophones disent, oh, on leur donne trop d'argent, il faut faire Brexit pour couper tout ça. Aujourd'hui, nous avons moins d'étudiants de l'espace européen venir dans nos éducations anglophones à cause du Brexit. Ça a eu un impact très sérieux, très très sérieux. Donc, cet après-midi, après vous, je reçois l'ambassadeur de la Moldavie qui vient me voir et discuter de la relation de l'université avec le pays, uniquement pourquoi Brexit est arrivé, il n'y a plus de lien entre l'Europe, maintenant il faut faire pays-université. Pays-université. Les opportunités se cherchent toujours. Donc, pour nos pays africains et qui ont une éducation francophone à la majorité, s'il vous plaît, favorisez l'innovation, la créativité et surtout la recherche. Très importante. Et ça, c'est la clé à toute chose. C'est la clé. Sortez de ce zone de confort que vous avez pendant des générations et allez dans les terrains que vous n'avez jamais été. Explorez cela. Valorisez cela. C'est ce qu'il faut faire maintenant. Que diriez-vous à certaines rhétoriques stéréotypées des Congolais qui pensent que les Congolais de la diaspora ou africains ici au Royaume-Uni ne s'engagent pas trop pour hisser les niveaux de la créativité et de l'excellence. Mais là, vous, 54e recteur de cette prestigieuse université, vous êtes la première noire africaine à être élue, pas nommée, mais à être élue. Et que répondez-vous à ces genres de rhétoriques stéréotypées? Comme vous avez dit, c'est vraiment stéréotypé. La réalité est que nous vivons dans un environnement qui est hostile aux étrangers. Il faut d'abord reconnaître ça aussi. L'opportunité qui vous est donnée, on vous a déjà donné combien d'opportunités? Ça aussi, c'est un autre problème. Ben, de l'autre côté, il y a aussi la réalité de nous-mêmes, les Congolais. Vous savez, beaucoup de nos compatriotes viennent ici. À la minute, ils trouvent 200 livres, 300 livres, ça lui suffit. Il ne veut pas aller plus loin. Il ne veut pas conquérir plus loin. Ah, j'ai mon argent, je peux construire la maison à Kinshasa et ça suffit. Je pense que c'est un peu ça la réalité. Dans un environnement qui est hostile, vous n'allez pas toujours regarder l'argent. Vous allez regarder l'opportunité que vous avez, vous allez regarder ce que vous pouvez donner, extraordinaire. Mais ce que moi j'aimerais dire, c'est ceci. Les Congolais doivent arrêter de se sous-estimer. OK? Nous avons une diaspora extraordinaire, marveilleuse. Allez à travers le monde. Vous voyez comment les Congolais ont infiltré le reste du monde. C'est vrai que le mien, il est spectaculaire, je dois reconnaître, mais les Congolais ont fait beaucoup de progrès dans la diaspora. Mais il faudrait vraiment qu'ils puissent continuer à pousser pour des tremplins qu'on n'a jamais exercés auparavant. Il faut explorer des endroits où on n'a jamais été pour avoir l'attention sur la diaspora congolaise. Mais la diaspora congolaise est extraordinaire, croyez-moi. Et quand je regarde ce que beaucoup ont réalisé aux États-Unis, Dikembe Mutombo, par exemple, vous avez Mulambwe, tous ces mondes, ils ont fait beaucoup de progrès dans le pays étranger. Et ils ont des enfants qui font aussi des mêmes progrès extraordinaires là-bas. Comment est-ce que les pays vont bénéficier de votre expérience? Ça, c'est une question piège. Comment? Je sais qu'il y a beaucoup... Cette question est revenue en plusieurs facettes. Et vous l'avez donnée à la manière la plus intelligente que j'ai. Écoutez, j'aime la République démocratique du Congo. J'aime beaucoup mon pays. Et il est là, dans mon cœur. Même si je ne suis pas retournée depuis 16 ans, il est toujours là. Et je pense au Congo partout où je vais, dans toutes les discussions que j'ai, je pense au Congo. Je n'oublie jamais. Mais comme je l'ai toujours dit, il y a un livre de souvenirs dans la présence de l'Éternel et Dieu des armées. Et si dans ce livre de souvenirs, il est écrit que j'y retournerai. Mais déjà, à partir d'ici, je suis disponible à soutenir la République démocratique du Congo dans tout ce qu'il est en train de faire. Les climats, les changements, le sommet des Nations Unies sur le changement climatique va bientôt arriver, je sais, et il y aura une délégation congolaise. Je suis à leur disposition pour échanger et parler de la situation climatique en République démocratique du Congo, qui est en ce moment la plus riche au monde.
la plus riche au monde. Il n'y a pas mieux que ce qu'il y a en République démocratique du Congo. Donc ils doivent prendre conscience de ces choses. Un message particulier aux leaders congolais d'ici de la diaspora au Congo? Un message particulier aux leaders congolais, aux chefs de l'État congolais, respectez votre peuple. Il n'y a pas un autre secret à la réussite de votre mandat que respecter votre peuple. Et quand je parle du respect des peuples, une bonne gouvernance du pays, le respect des peuples va aussi sur la bonne gestion de l'affaire publique. Simplement et tout simplement, respectez votre peuple. Merci Madame Deborah Kayembe Boubade de nous avoir ici dans ces magnifiques bureaux d'université d'Édimbourg. Merci beaucoup, c'était un plaisir de vous avoir. Merci.